Telle est la loi. Et tel pourrait être le leitmotiv de cette vidéo dans laquelle nous allons parler de variables aléatoires et où nous allons passer en revue les trois grandes lois de première année de classe préparatoire, à savoir la loi uniforme, la loi de Bernoulli et les lois binomiales. Pour chacune de ces lois, je vais faire quelques petits rappels et après je donnerai des exercices dans lesquels j'ai glissé pas mal de notions comme les variables aléatoires indépendantes ou l'espérance, la variance ou encore la covariance. Vous l'avez compris, c'est donc une vidéo qui s'adresse à des débutants ou à des gens qui veulent se rafraîchir un peu les idées sur le sujet. On commence par quelques rappels sur la loi uniforme. On se donne un ensemble fini E et un espace probabilisé oméga P. Donc je rappelle qu'un espace probabilisé c'était un univers oméga muni d'une probabilité ici. Et donc évidemment l'univers sera supposé fini. Et on s'intéresse à une variable aléatoire x de oméga dans E. On dit que cette variable aléatoire suit une loi uniforme sur E lorsque, pour tout x et y appartenant à E, la probabilité de grand x égale petit x est égale à la probabilité de grand x égale petit y. D'accord. Ça veut dire qu'exactement que P indice x, la loi de x, est la probabilité uniforme sur l'ensemble E. D'accord. Et donc ça veut dire que pour tout A inclus dans E, Px de A, c'est cardinal de A sur cardinal de E, c'est-à-dire nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. D'accord, donc c'est vraiment ça que ça veut dire. Alors, la notation, on notera x tilde u de E, donc ça fait référence à l'ensemble E, donc il faut bien comprendre que les lois uniformes ne sont pas forcément sur des entiers, d'accord, ça peut être sur n'importe quel ensemble fini. Et si E est égal à x1, xn, alors espérance et la variance, alors l'espérance ça vous fait 1 sur n, la somme de k égale 1 à n des xk, c'est-à-dire la moyenne en fait arithmétique classique des xk. Je vous rappelle que l'espérance en fait par définition c'est la somme pour x appartenant à l'image d'oméga, la probabilité que grand x égale x fois x. Donc c'est la moyenne pondérée des valeurs de x. Vous sommez toujours pour l'espérance sur les valeurs de x, et puis vous pondérez ça par la probabilité d'apparition, en fait, la fréquence d'apparition dans la distribution de grand x. Donc ici, en fait, ils sont tous égaux à 1 sur n, puisqu'il y en a n. Donc le 1 sur n, il va sortir, et donc il ne reste que ça. La variance, alors par exemple, vous pouvez utiliser la formule de Huygens, donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Alors l'espérance de x, on l'a déjà, elle est donnée ici, donc ça va donner la moyenne arithmétique au carré. Et pour la variance, pour l'espérance de x carré, vous pouvez utiliser la formule de transfert qui vous dit que l'espérance de f de x, vous pouvez l'exprimer également par une somme qui est effectuée sur toutes les valeurs de x avec les mêmes poids. Et cette fois-ci, vous allez utiliser au lieu de x, vous aurez f de x. Donc ici, avec f de x égale x carré, vous avez x carré, donc ça vous donne les xk au carré, vous avez encore le 1 sur n qui est là, donc ça vous sort du 1 sur n, donc ça vous fait une formule qui est ici. Alors on commence avec une petite illustration avec ce micro-exo assez abordable. Soit x et y des variables aléatoires indépendantes sur oméga p qui suivent toutes les deux une loi uniforme sur l'ensemble 1n, des entiers de 1 à n où n appartient à n étoiles. Vrai ou faux, x plus y, la variable aléatoire x plus y, suit aussi une loi uniforme. Et si c'est le cas, la donnée. Mystère et boule de gomme, à vous de jouer. Alors, solution, c'est vrai que ça pourrait être tentant parce que si vous êtes allé suffisamment loin dans le cours, vous savez que une somme de deux variables aléatoires binomiales indépendantes, sous certaines conditions, ça fait encore une binomiale. Mais ici, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas, sauf si n égale 1, mais si n est supérieur à 2, ça va pas être le cas. Alors, voyons ça tout de suite. Déjà, on peut lui donner un petit nom à cette variable aléatoire z égale à x plus y. Alors, quand vous voulez savoir connaître la loi d'une variable aléatoire, déjà, il faut essayer de préciser, il faut commencer par préciser l'ensemble de ces valeurs. Vu que x elle varie dans 1n et y elle varie dans 1n, qu'est-ce que vous obtenez en faisant x plus y? Vous obtenez quelque chose qui varie dans 2n. D'accord? Ça va prendre toutes ces valeurs-là. Vous pouvez faire varier, du coup, et vous n'allez pas en oublier, quoi, d'accord? C'est clair? Parce que, vous faites varier, c'est facile à comprendre. Vous faites varier x, puis après, vous faites varier librement y, voilà.
Et du coup, bah, supposons que Z suit une loi uniforme, du coup, uniforme sur l'ensemble là, qui est là, de 2N. D'accord? Quel est cardinal de cet ensemble? C'est cardinal de cet ensemble, ça vous fait 2N moins 1, ouais, parce qu'il n'y a pas le 1. Ah ouais, parce que 1 plus 1, c'est difficile d'avoir un somme en 2 entiers supérieur à 1, d'obtenir le 1. Donc si K, donc si machin, alors, eh bien, si K, enfin, quel que soit K appartenant à 2N, P de Z égale K, ben, c'est égal à 1 sur 2N moins 1. Bon. C'est clair? Et alors maintenant, ben, elles sont indépendantes quand même. Hein. Donc, il y a un truc qui est facile à calculer. Je vous demande pas de calculer la loi de x plus y, quoique ce serait quand même un bon exercice. Mais bon, là, j'ai dit que dans cette vidéo, je restais élémentaire. Donc, exercice pour les plus experts, calculer la loi de x plus y. C'est assez instructif d'ailleurs. C'est pas si facile, hein. Faut séparer les cas, méfiez-vous. Ouais, c'est pas si facile. Donc ici, regardons un événement assez intéressant, assez facile à calculer. Quand est-ce qu'on obtient 2 avec z? Bah, juste avec 1 plus 1. 1 plus 1 égale 2. Ah, donc, or, la probabilité que z égale 2, c'est la probabilité que x égale 1 et y égale 1. D'accord? D'accord? Et donc, du coup, vu qu'elles sont indépendantes, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Donc ça fait le produit de P de x égale 1 et P de y égale 1. Mais comme ce sont des variables aléatoires, alors ici il faut dire un quart, x et y sont indépendantes. Et du coup, ben, comme ce sont des variables aléatoires uniformes, donc sur 1n, ça fait 1 sur n fois 1 sur n. Donc ça fait 1 sur n carré. D'accord? Donc si z suit une loi uniforme, bien du coup 1 sur n carré, d'accord, est égal en particulier pour k égale 2 là-haut à 1 sur 2n moins 1. D'accord? Donc ça veut dire que 2n moins 1 est égal à n carré. Donc ça veut dire que n carré moins 2n plus 1 est égal à 0. Mais ça veut exactement dire que n moins 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire n égale 1. D'accord? Donc si elle était uniforme, il y aurait n égale 1. Et alors après, bah, si n égale 1, réciproquement, c'est pas très dur de montrer qu'elle est uniforme. Je vais regarder ça. Voilà, donc, voilà, c'était un doux rêve, mais non, ce n'est pas vrai. Allez, on continue avec les variables aléatoires de Bernoulli. Donc une variable aléatoire de oméga dans R, variable réelle, est dite de Bernoulli si et seulement si son image x de oméga est égale à l'ensemble 0, 1. Donc ça prend que deux valeurs, 0 ou 1. Donc en fait, une variable aléatoire de Bernoulli, enfin qui est une loi de Bernoulli, c'est une fonction indicatrice. D'accord? Voilà. Et donc si on note P en général, la probabilité que x égale à 1, on écrit x tilde b de p avec b comme Bernoulli. Évidemment, la probabilité que x égale 0 c'est égal à 1 moins p. Normal. D'accord? Donc ces variables aléatoires de Bernoulli, ça sert souvent de fonction de comptage. Voilà, 0 ou 1. Voilà, donc on verra ça quand on en reparlera, quand on aura les variables, les lois binomiales. Alors calculons leur espérance, c'est assez simple. Donc je vous rappelle l'espérance, vous prenez les valeurs de votre variable aléatoire et vous multipliez par la probabilité de cette valeur, que x est égal à cette valeur. Donc ici, ça prend la valeur 1 avec la probabilité P, puis 0 avec la probabilité 1 moins P. Donc évidemment, l'espérance, c'est P. Alors ça, il ne faut pas le recalculer à chaque fois, il faut le connaître. L'espérance d'une variable aléatoire de Bernoulli, c'est P. Tu le sais, sinon, c'est pas bon. Hein. Et après, si on fait l'espérance de x au carré, bah, ça fait pareil, parce que finalement, 1 au carré, enfin, x au carré, c'est égal à x. Parce que c'est 0 ou 1 au carré, ça fait la même chose. Donc l'espérance de x au carré, ça fait P, et du coup, la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré, donc vous avez P moins P carré. Donc ça fait P fois 1 moins P, pareil, il faut le connaître par cœur. Ça roule? À savoir. Alors attention, ici, c'est pas juste une variable qui prend deux valeurs différentes. Alors justement, il ne faut pas confondre avec des variables de Radmacher. Je ne sais pas si je prononce bien Radmacher, je me suis toujours posé la question à l'allemande, ouais, ça devrait faire comme ça, dites-moi, vous me direz, tiens, en commentaire, moi je suis pas un pro des probas. Radmacher c'est pareil, sauf que ça prend pour valeur moins 1. Donc une variable aléatoire, elle suit une loi de Radmacher. Alors c'est pas vraiment un programme, mais enfin ça tombe quand même assez souvent. Et je tiens d'ailleurs, j'ai un super exo à venir là-dessus, un super oral à venir là-dessus, avec des variables aléatoires de Radmacher, c'est assez fréquent.
Et donc, vous, pareil, vous notez la P, la probabilité que X égale à 1, et du coup, vous avez X qui suit une loi de Radmacher, donc X tilde R de P, alors R comme Radmacher, et c'est quand même pas la même chose, faut pas confondre. Ouais. Donc, quelle est l'espérance ici? Bah, l'espérance, alors on fait pareil. C'est, vous avez moins 1 ou 1, donc ça prend 1 avec la probabilité P, et moins 1 avec la probabilité, bien sûr, 1 moins P. Qu'est-ce qui nous reste? Bah, il va nous rester 2P moins 1. Donc, vous voyez, déjà, c'est pas la même chose, puisque déjà l'espérance, c'est pas la même chose. Ouais. Alors par contre, ça, c'est pas à connaître, je pense. C'est pas marqué spécifiquement au programme, il me semble. Et donc voilà, bon, ça se retrouve en 2 secondes. Et après, E de x au carré. Alors peut-être avant de calculer la variance, E de x au carré. Alors x au carré, ben, ce qu'il y a, c'est que si tu prends une variable aléatoire de Radmacher, moins 1 ou 1 au carré, ça fait 1. Ouais. Donc E de x au carré, ben, on va avoir ici la même chose avec des carrés. Donc ça fait P plus 1 moins P, ça fait 1. P plus 1 moins P, ça fait 1. Parce qu'en fait, elle est constante égale à 1. Hein, il n'y a même pas besoin de calculer. L'espérance de 1, c'est 1. L'espérance d'une constante, c'est la constante. Et donc V de x, c'est E de x au carré moins E de x au carré. Donc ça fait 1 moins 2P moins 1 au carré. Ça va? Et alors, qu'est-ce qui vous reste quand vous avez fait ça? Et bien, les 1, ils vont disparaître. Hein. Qu'est-ce qui va rester? Je sais pas. Il va rester 4P carré moins 4P. C'est ça? Non, pardon, il y a un moins devant là quand même. Il y a un moins, donc moins 4P carré plus 4P. Donc ça fait 4P fois 1 moins P. Ça marche? On va y arriver. Hop, V de x est égal à 4P fois 1 moins P. Alors on va le vérifier de toute façon, pour savoir si je suis allé un peu vite. On va le vérifier parce qu'on peut montrer facilement que x suit une loi de Bernoulli, si ainsi 2x moins 1 suit une loi de Radmacher. On le prouve? Oh, c'est pas très dur ça, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va appeler celle-là y. Donc ici déjà on va vérifier que ça colle. X il prend les valeurs 0 ou 1, donc y elle prend les valeurs. Alors si c'est 0 ça fait moins 1, et si c'est 1, si x égale à 1, ça fait 1. Donc ça on a bien y de oméga est égal à moins 1. Ouais. Et puis après, ben, c'est pas très dur à vérifier, la probabilité que donc y égale à 1, ben, c'est la probabilité que donc, 2x moins 1 est égal à 1, mais ça veut dire justement que x est égal à 1. D'accord? Ok, et donc ça fait P. Alors automatiquement, la probabilité que y est égal à moins 1, forcément c'est 1 moins P. Donc vous voyez, ça marche. Et du coup, alors pour vérifier nos calculs de variance, c'est juste pour manipuler un peu ces histoires d'espérance et de variance. Donc vous voyez que E de Y, on va retrouver la même chose. Donc si, genre E de Y, c'est E de 2x moins 1, d'accord? Donc par linéarité, ça fera 2E de X moins 1. D'accord? Et comme E de X pour une variable aléatoire de Bernoulli c'était P, donc ça fait 2P moins 1. C'est bien ce qu'on a trouvé là. Ouais. Ok, c'est cohérent. Et après V de Y, qu'est-ce que ça fait? Alors V de Y, ça fait V de 2x moins 1. Et alors là, on peut utiliser les formules sur les variances. Une formule sur la variance, une formule classique, c'est que, je vais l'écrire ici, V de AX plus B, ça fait A carré V de X. Donc quand tu rajoutes B, bah, le B il dégage. Alors ça, on en reparlera, mais parce que en fait, une variance, à la racine d'une variance, c'est un écart quadratique. Donc dans les écarts, les constantes, elles s'en vont. Donc ici, le moins 1, il s'en va. Et donc là, ça vous fait 4 fois V de X. D'accord? Donc ça fait 4 fois, et d'autres, on avait dit, c'est P fois 1 moins P. Donc c'est 4 fois P fois 1 moins P. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Allez, pour illustrer tout ça, on regarde un petit exercice tout simple, mais qui est assez instructif, je trouve, vous allez voir. On se donne deux variables aléatoires indépendantes. Ah oui, VAI. N'oubliez pas le I, c'est vachement important. Indépendante. Ouais, donc c'est un peu une information. Il faut être attentif au I. Les VAI, c'est important, c'est pas pareil que des VA. Indépendante. Donc X et Y de même loi de Bernoulli de paramètre P, et on va prendre P dans 0, 1 ouvert. Ça roule. On va envisager la somme S égale à X plus Y et la différence D égale à X moins Y. Première question, S et D sont-elles indépendantes?
Ouais. Alors vous savez que vous avez des théorèmes comme ça, quand vous avez des variables aléatoires, en faisant des opérations dessus, sous certaines conditions, elles sont indépendantes. Est-ce que c'est le cas ici? Et indication pour envisager des événements incompatibles. Ça donne une indication sur le résultat, non, quand même. Et deuxième question, calculer la covariance de S et D. Très instructif. Allez, à vous de jouer. Alors, solution, première question, on nous dit on pourrait envisager des événements incompatibles. Alors ça, c'est à savoir, vous avez peut-être vu si vous avez fait un chapitre probabilité sans variable aléatoire avant, c'est que, en fait, si vous avez des événements A et B qui sont incompatibles, s'ils sont de probabilité non nulle, eh ben forcément, ils ne sont pas indépendants. Ça paraît ça peut paraître étonnant, mais en fait, si vous y réfléchissez, s'ils sont incompatibles, ça veut dire qu'ils arriveront jamais en même temps. Donc moralement, ça veut dire que y a de la dépendance entre eux. S'il y en a un qui est là, l'autre il y est pas. Et quelque part, c'est de la dépendance, tout ça. D'accord. De façon plus, on va le voir sur l'exemple ici, mais si vous regardez P de A inter B, incompatible, ça veut dire que P de A inter B est égal à 0. Inter B égale vide, on va dire. Et donc, du coup, si P de, si c'était indépendant, ça serait égal à P de A fois P de B, pardon. Mais si P de A et P de B sont non nuls, c'est pas égal à 0. D'accord. Donc, des événements incompatibles, en général, ils sont indépendants s'ils sont de probabilité non nulle. D'accord. Donc, si on nous dit ça, c'est que S et D vont pas être indépendantes. Ouais. Alors, le théorème auquel je fais référence, c'est que si X et Y sont indépendantes, alors pour toute fonction f et g, f de x et g de y sont indépendantes, pour toute fonction telle que la composition est possible. D'accord, donc ça c'est un théorème. Mais là c'est pas pareil, regardez, S et D, ils mélangent le x et le y, donc c'était pas évident qu'elles soient indépendantes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme événement avec S et D qui soient incompatibles? D'accord, la probabilité non nulle mais incompatible. C'est pas compliqué, regardez. Alors prenons des événements quand même simples. Ouais. Déjà, quelle est cette variable aléatoire S? Elle prend pour valeur quoi? S, elle prend pour valeur, on peut regarder. Donc 1, S de oméga, qu'est-ce que ça peut prendre pour valeur? Bon, X et Y prennent les valeurs 0 et 1. Donc ça peut prendre pour valeur 0, 1 ou 2. D'accord. Et D de oméga, ça va prendre pour valeur, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? 0 moins 1. Après vous avez 1 moins 1, ça fait 0. Après vous avez 1 moins 0, ça fait 1. Et après ça fait 2. D'accord. Donc on peut prendre des événements un petit peu extrêmes. D'accord. Donc on envisage on envisage par exemple l'événement D égale moins 1. Alors ça, en gros, tu peux en trouver plein qui sont incompatibles, mais D égale moins 1, l'avantage c'est que c'est facile à calculer. Quand est-ce que la différence est égale à moins 1, il n'y a pas le choix, il faut que X soit égal à 0 et Y soit égal à 1. D'accord. Et ça, du coup, c'est pas possible que X, si vous avez ça, X égale 0, Y égale 1, par exemple, c'est pas possible que la somme ça fasse 2. D'accord. Voilà. Donc vous regardez P de, donc j'ai dit D est égal à moins 1, intersecté avec S est égal à 2. D'accord. Vu que ça est moins 1, pardon. Moins 2. Donc on a dit que ça n'arrivait pas en même temps. D'accord. Parce que si vous prenez celui-là, on a dit 0 et moins 1 aussi. Enfin 0 et 1, la différence, et la somme, ça ne peut pas faire 2. Donc ça c'est P de vide, et donc ça fait 0. D'accord. Et si les variables aléatoires DS étaient indépendantes, ça serait égal au produit des probabilités. Or, le produit des probabilités, P de D égale 1 fois P de S égale 2, qu'est-ce que ça fait? P de D égale 1, ça fait quoi? D est égal à... Montrons que ça, c'est différent de 0. Donc, il suffit de montrer que chacun des deux trucs est différent de 0. P de D égale 1, ça fait quoi? Donc, différence est égal à... moins 1, gestion. Hein. P de D égale moins 1, pardon. Je sens qu'il y en a en commentaire qui ont déjà dégainé. Attendez un peu. Donc, X égale 0, intersecté avec Y est égal à 1. D'accord. Tiens, j'en profite pour rappeler une petite notation. Si vous voulez pas vous taper de mettre des intersections à chaque fois, vous pouvez mettre des virgules. C'est assez pratique. Voilà, donc c'est une notation qui est dans le programme, ce truc-là.
Et alors maintenant, attention, j'ai supposé qu'elles étaient indépendantes, il faut quand même s'en servir. Donc là, pour le coup, ces deux-là sont indépendantes. Ouais. Donc ça fait P de X égale 0 fois P de Y égale 1. Bon. Et comme c'est des Bernoulli, bon, ben là, ça fait 1 moins P, et ça fait P. Ouais. Donc ça fait P fois 1 moins P. Et donc vous voyez, comme j'ai supposé que P il n'est ni égal à 0, ni égal à 1, ben ça c'est non nul. D'accord. Donc ça c'est différent de 0. D'accord. Et après P de S égale 2. P de S égale 2, on a dit, on a 2, la seule façon de l'obtenir c'est 1 plus 1. Donc c'est P de X égale 1 et tu as l'intersection du coup avec Y égale 1. Et donc ça fait P carré. Alors puisqu'elles sont indépendantes, alors là il faut dire VAI. Et là aussi VAI. Du coup, ça fait P de X égale 1 fois P de Y égale 1. Et donc ça fait P carré. Et donc là aussi c'est différent de 0. Et donc forcément, eh bien, les variables aléatoires S et D ne sont pas indépendantes, car sinon on aurait 0 est égal à le produit de deux choses non nulles. Voilà. Alors on passe à la question 2. Alors peut-être que vous êtes tombé dans le piège, vous vous êtes dit, ah mais en fait, en gros, vu l'énoncé, si on prouve qu'elles sont indépendantes, après on pourra montrer que d'après le cours, la covariance est nulle. Et justement, c'est pas le cas. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en tout cas, c'est pas le bon argument. Regardez la covariance. On va montrer ici que la covariance est nulle, et pourtant, elles ne sont pas indépendantes. Donc c'est assez instructif. C'est-à-dire que le théorème du cours qui dit que si elles sont indépendantes, alors la covariance est nulle. Parfois on dit qu'elles sont décorrélées. D'accord. Eh bien, il n'y a pas de réciproque. Donc c'est un joli contre-exemple. Ouais, qui est assez alimentaire avec des variables aléatoires de Bernoulli. Alors regardez, covariance de SD. Alors ce qui est cool en plus, c'est qu'on va pouvoir utiliser, on va même pas faire des calculs. On va pas faire des calculs en utilisant la loi. On peut le faire sans la loi. On va juste utiliser que elles sont indépendantes, figurez-vous. Ça c'est marrant ça. Parce que en fait on va utiliser que la covariance c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc là, si vous voyez ça, c'est comme un produit, quoi. Ouais. Donc ça va faire covariance de XX plus, alors si je fais, c'est comme une double distributivité si vous voulez, moins covariance de XY plus covariance de YX moins covariance, oui c'est ça, de YY. D'accord. Bon. Et puis alors après, j'ai dit tout à l'heure, c'est symétrique la covariance. Donc ça et ça s'annule. Pim pam poum. Et là, covariance de XX, c'est V de X. V de X, pardon, oui c'est V de X. Et là, covariance de Y c'est V de Y. Mais comme elles ont la même loi, ouais, ça fait 0. Même loi. Même loi. Donc ça fait 0. Donc moralité, enfin X et Y sont de même loi. Px égale Py. D'accord. Et donc ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on doit, on trouve ici comme contre-exemple? On trouve un contre-exemple donc avec deux variables aléatoires qui sont pas indépendantes, mais pourtant dans la covariance est nulle. Donc elles sont décorrélées, mais sont pas indépendantes. Alors on va passer à la loi la plus importante de première année, la loi binomiale, mais avant tout, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, et juste après, si tu as vraiment kiffé, n'oublie pas de booster la vidéo si tu es sur smartphone. Juste après le like, on te proposera un petit boost, et là, on va passer à des millions de vues pour cette vidéo renommée mondiale virale, quoi. J'imagine. Encore mieux que du brain rot. Alors, c'est parti. Donc, loi binomiale. Donc, loi binomiale, c'est vraiment super important. Donc on dit qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres np avec n entier et p appartenant à 0, 1, lorsque déjà la variable aléatoire va prendre pour valeur les entiers entre 0 et n. D'accord. Alors n'oubliez pas 0, parce que ça compte. Et après, il faut que la probabilité que x est égal à k soit égale à k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors parachuter comme ça, moi j'aime pas trop parce que du coup tu dis mais ça vient d'où ton truc, déjà pourquoi c'est une probabilité, etc. Donc en vrai dans le vrai cours, là c'est ce sont des rappels de cours. En fait on l'introduit justement en disant que en fait ça modélise au départ un problème de probabilité sans variable aléatoire qui est de compter le nombre de succès pour la répétition
indépendante de n fois la même expérience aléatoire avec une probabilité P de réussite à chaque fois. Ouais. Et donc ça va être important parce que si vous voulez, si vous reconnaissez ça dans un énoncé, vous pouvez balancer directement, c'est une loi binomiale. Et par contre, il faut rédiger quand même. Donc il faut au moins qu'il y ait marqué, voilà, je vous ai souligné le nombre de succès. Ouais, il faut qu'il y ait marqué indépendante aussi. Donc là, il y a des barèmes pour ça. Et puis il faut introduire N et P. Donc la phrase qui est là, moi je dis à mes élèves, vous la apprenez par cœur. Que si vous voulez dire, ah ouais, je reconnais une loi binomiale, il faut quand même justifier. C'est pas genre, allez, on va dire que c'est une loi binomiale et puis c'est au pif. Non, non, on justifie. D'accord? Et alors, mieux que ça, ça vous permet de vous rappeler un petit peu la probabilité que x égale k. Pourquoi? Parce que comment on a prouvé ça? Comment on a prouvé, comment dire que ça aboutit, cette définition-là, ça aboutirait à cette probabilité que x égale k? C'est facile à s'en souvenir. Donc je ne vous refais pas en détail la preuve, mais ici, vous voyez, vous avez du p puissance k. Donc imaginez que vous allez choisir, donc on a dit c'est le nombre de succès. Ouais. Vous allez compter le nombre de succès. Donc si vous avez dans la probabilité que x égale k, ça veut dire qu'il y a eu p succès. Mais comme à chaque fois tu as une probabilité p, pardon, il y a eu k succès, pardon, il y a eu k succès. Comme à chaque fois il y a probabilité p, vous allez avoir, il faut que vous ayez p fois p puissance k, p fois le succès. Après, pourquoi 1 moins p puissance n moins k? Moralement, c'est toutes les fois où ça a losé, où ça n'a pas marché. Donc 1 moins p puissance n moins k. Parce qu'en gros, vous pouvez, si vous dites ouais, il y a p succès, mais comment vous savez qu'il n'y a pas p plus 1 succès ou plus de p succès? Du coup, vous multipliez par la probabilité 1 moins p puissance n moins k. Et alors ça, si vous cachez ça là, ça c'est la probabilité d'un seul événement où il y a eu p succès, k succès pardon, n moins k échec. D'accord? Mais après, il y a la façon de les distribuer, vos succès et vos échecs. Imaginez que, si vous voulez, c'est successif, donc vous allez mettre des 0 et des 1 dans votre n uplé. Ouais. Et après, vous pouvez avoir, vous allez avoir k fois 1 et n moins k fois 0. Ok? Et après, il y a la façon de dispatcher, en fait, ces 1 dans ton n uplé. Et combien il y a de façons de choisir k place des 1 parmi n? Il y en a k parmi n. Donc ça, c'est le choix des succès. Savoir où c'est qu'ils arrivent, à quel moment sont arrivés tes succès. Ok? Donc c'est facile à retenir. P puissance k parce qu'il y a k succès. 1 moins p puissance n moins k parce que ça a losé n moins k fois. Et après, il y a la façon de disposer tes succès dans ton n uplé. D'accord? Bon, je trouve que du coup c'est facile à retenir. Tu le retiendras dans 2 ans, dans 3 ans, tu le retiendras normalement. Ouais. Voilà, on note X tilde BNP. Bon, alors BNP, on va pas faire de la pub pour des banques, mais c'est facile à retenir. Ouais, même si je suis pas fan de la BNP. Bref. Voilà. Alors après, donc, nombre de succès, et du coup, ça apparaît dans plein de modélisations. Ouais. Donc, un premier exemple, c'est tu fais N pile ou face indépendant, avec une pièce qui peut être éventuellement biaisée, c'est-à-dire une pièce donc avec la probabilité d'avoir pile, c'est la probabilité est égale à petit p. Tac, tac. Donc tu fais n lancé. Donc n lancé avec un s, ça serait mieux. Eh bien, tu comptes x maintenant le nombre de piles, c'est le nombre de succès à la répétition de n fois ton expérience aléatoire de façon indépendante avec une probabilité p de réussite. Ouais. Pareil avec tu prends une urne et tu vas tirer n boules dans cette urne. Alors, des fois, il y en a qui se trompent, ils disent ouais, dans la boule, dans l'urne, il y a n boules. Non, enfin, tu prends une boule, une urne avec, tu vas tirer n boules, d'accord? Il faut que n soit plus grand que la capacité de l'urne quand même. Ouais. Mais dans l'urne, tu vas avoir une proportion p tu vas avoir 2 couleurs, par exemple des blanches et des rouges. Et si tu as une proportion p appartenant à 0,1 de blanche et du coup 1 moins p de rouge, si tu t'appelles x le nombre de boules blanches que tu as obtenues, c'est le nombre de fois où tu as tiré une boule blanche, c'est-à-dire un succès. Un succès, c'est avoir une boule blanche, de façon indépendante. Voilà, et tu fais n tirages. Donc c'est exactement ça. D'accord. Donc tirage, alors avec remise, pourquoi? Parce que à chaque fois, faut que ce soit la même expérience aléatoire. Si tu es sans remise, tu changes les données en fait, de ton expérience aléatoire à chaque fois que tu tires une boule. Alors si vous voulez vraiment aller chercher des tirages sans remise, attention, là c'est plus dur, c'est des lois hyper géométriques. Ils sont pas au programme, c'est tout sensu. Ça n'empêche pas d'avoir un exercice là-dessus. Ouais. Mais ça c'est pas au programme. Bien, ça va? Ouais. Alors après, il y a un lien très fort avec la loi de Bernoulli. Tiens d'ailleurs, j'ai pas dit Bernoulli, j'ai oublié de dire tout à l'heure. N'écrivez pas N-O-U-I. Soit vous dites Bernoulli,
Et vous retenez que bon voilà, il n'y a pas de i. Mais si vous dites Bernoulli, ne mettez pas un i, parce que c'est pas des nouilles. Les nouilles, c'est Bernoulli. D'accord, on dit Bernoulli, mais il n'y a pas de i. Orthographe important, ne négligez pas, ça fait tout de suite, ça marque mal. Ouais, parce que là, surtout écorcher le nom d'un mathématicien, si tu veux, en fait, t'as certainement un autre mathématicien, ça lui plaît pas. Hein. Mais pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Et ouais, comme disait Michel Berger. Bien. Alors, donc, quel lien avec Bernoulli? Soit x1, xn, des variables aléatoires indépendantes, suivant justement une même loi de Bernoulli de paramètre P. Eh bien, alors, x1 plus xn suit une loi, la variable aléatoire qui est somme, suit une loi binomiale de paramètre np. Et ça, c'est, si vous avez compris ce qu'on a fait là, c'est exactement ça. C'est exactement le nombre de succès, parce qu'en fait, celle-là, en fait, elle va compter le succès à la première expérience aléatoire. Tu mets un 1 quand il y a succès, tu mets 0 quand il n'y a pas de succès. Pareil, jusqu'à xn, c'est la nème expérience aléatoire. Donc quand on fait la somme des xk, x1 plus etc plus xn, on obtient exactement le nombre de succès sur la répétition de n expériences aléatoires, et puis comme elles sont indépendantes, ça fait ça. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est même équivalent, si vous voulez. Toute variable aléatoire binomiale peut s'écrire comme, tu peux exhiber comme ça des variables aléatoires de Bernoulli. Tu peux dire, tu peux déduire l'existence de x1, xn. Il suffit de dire, bon ben voilà, ça c'est la probabilité d'avoir un succès à la première étape. Après, etc., la deuxième étape. Et du coup, alors peut-être que dans le cours, vous avez calculé l'espérance et la variance d'une loi binomiale en utilisant des sommes. Et c'est très très bien, il faut faire comme ça, c'est assez instructif. On utilise les petites rues là sur les polynômes, c'est assez classique. Et sur le binôme de Newton, justement. Normal, hein, c'est très lié au binôme de Newton, cette histoire. Mais ici, vous pouvez le calculer directement avec cette histoire. Parce que E de x, ça fait la E de xn, par linéarité de l'espérance, plus E de xn. D'accord? Et comme elles sont toutes de même loi binomiale de paramètre P, on avait dit tout à l'heure, E de xn, ça fait P. Et donc E de x, ça fait NP. D'accord? Donc ça, il faut le savoir, binomial. Donc pour Bernoulli, l'espérance, c'est P, et du coup, pour binomial, l'espérance, c'est N fois P. D'accord? Et alors après, pour la variance, ben c'est pareil, on peut le calculer facilement. Alors là, par contre, attention, on va faire appel à un théorème qui est assez important, qui dit que quand vous avez des variables aléatoires indépendantes, ouais, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Sinon, c'est archi faux, sans l'indépendance. Et là, justement, ça tombe bien, elles sont indépendantes. Ouais. Donc là, c'est des VAI, et donc c'est V de xn plus V de xn. Gros théorème, c'est important. Ouais, on en profite pour réviser. Et donc, du coup, on avait dit quoi? C'était P fois 1 moins P, la variance d'une Bernoulli. Donc là, vous avez N fois P fois 1 moins P. Et du coup, pareil, ça, il faut le retenir. Mais grosso modo, pas E de x, hein. Là c'est x, c'était la somme, hein. Pardon, V de x1, xn. Du coup, c'est facile à retenir. Donc tu retiens que binomial, c'est espérance, c'est P, variance, c'est P fois 1 moins P. Et puis pour la Bernoulli, si tu as retenu que c'est une somme de VAI de Bernoulli, excuse-moi, pour la binomiale, si tu as retenu que c'est la somme de VAI de Bernoulli, ça vient, tu multiplies par n tout simplement. D'accord? Du coup, c'est facile à retenir. Alors, on va illustrer ces histoires de loi binomiale par deux exercices assez classiques. Le premier, ça va être des QCM, et le deuxième, on fera une petite marche aléatoire. Ok? Alors, on commence par le premier, QCM. Alors, le QCM du teubé qui répond au hasard. Alors, il y a des exercices plus compliqués sur le QCM, mais là, j'ai dit vidéo élémentaire. QCM de 20 questions, et on répond au hasard. Bon. Voilà, donc 20 questions, 1 point par question. On va noter x, la variable aléatoire qui donne le nombre de bonnes réponses, donc x c'est la note sur 20. Et on remplit au hasard. Alors on commence par un QCM, plutôt simple, avec deux choix multiples uniquement. Genre par exemple vrai ou faux. D'accord, sans justification ni rien. Bien, c'est un peu bizarre, hein, les vrais ou faux sans justification, nous en maths on n'aime pas trop ça. Alors, première question, quelle est la loi de x? Deuxième question, bon, son espérance. Et troisième question, un peu plus subtile, on va calculer la probabilité qu'on n'ait pas la moyenne, que x est inférieur ou égal à 9.
Ouais, donc avec l'espérance, on aura quand même une idée de ce qu'on peut espérer, mais après là, c'est intéressant aussi d'aller chercher la probabilité que x soit inférieur ou égal à 9. Et pour ça, ben, c'est un peu spécifique à cette question, parce que si vous voulez, les valeurs binomiales, c'est pas toujours facile de calculer p de x inférieur à truc. Il y a des tables qui existent d'ailleurs et tout. Donc là, c'est un peu spécial puisque ah bah j'ai un peu spoilé, désolé, mais bon, vous en doutiez que c'était la loi binomiale hein, quand même. Montrer que p de x égale 20 moins k est égal à pi de x égale k. Après, deuxième question, pareil, mais avec 4 choix multiples, pour savoir si ça trie un peu plus les élèves, enfin la réponse. Donc même question A et B, et par contre, calculer p de x inférieur à 9, cette fois-ci avec la calculatrice, et on comparera du coup les deux QCM. Alors, correction, ici, alors oui, chaque question les questions sont indépendantes les unes des autres, j'aurais peut-être dû le dire au départ. Ouais, c'est vrai que sinon tu as des questions imbriquées les unes dans les autres, non, toutes les questions sont indépendantes. Et donc à chaque fois, ben, on refait la même expérience aléatoire à chaque question, c'est-à-dire une choix d'une question sur les deux, une chance sur deux à chaque fois, ouais, donc probabilité 1,5, de 20 expériences aléatoires indépendantes. Ok. Et donc x c'est le nombre de succès, 1 sur 20. D'accord. Donc x suit une loi binomiale. Alors ça faut l'écrire, hein, le nombre de succès linéaire, vous l'écrivez, binomial de paramètres 20 et 1,5. L'espérance de x, du coup, bon ben, alors je dis 1 petit a. L'espérance de x, alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Sans calcul, ouais. L'espérance de x, donc ça fait n fois p. Donc ici, ça fait 20 fois 1,5. Bon. Et donc ça fait 10. En gros, c'est la note que tu peux espérer. C'est pour ça qu'on va l'interpréter. Si vous voulez vraiment une interprétation un peu plus correcte en fait de l'espérance, il faut aller voir du côté de la loi des grands nombres, ou moins la loi faible. Par rapport à ce que vous pouvez espérer au niveau statistique. On verra ça un peu plus tard, dans une autre vidéo. Donc voilà. Et alors maintenant, on va aller chercher la probabilité que P de x inférieur ou égal à 9. Alors là, ça commence à être un peu plus sympa. J'avais donné une indication. Vérifiez qu'on a ça. Alors, ici, 20 ne joue pas vraiment un rôle précis, mais si vous regardez, c'est plutôt le fait que P soit égal à 1,5. La probabilité que x est égal à 20 moins k. Donc ça fait 20, et là vous avez 20 moins k. 1,5 à la puissance k, et encore 1 moins p, ça fait encore 1,5. 1,5 à la puissance 20 moins k. D'accord. Et là, alors bah, symétrie des coefficients binomiaux, ça fait 20 k parmi n. Parmi 20. D'accord. Et donc là, ben, si vous, donc, ça va. Donc ici, alors c'est vrai que j'ai échangé machinalement. En fait, j'aurais dû mettre 20 moins k et 20 moins k. Pardon. Et donc effectivement, ça va faire k et 1,5 de 20 moins k. Et ça, c'est exactement la probabilité que x égale k. Donc dans cette loi binomiale de paramètre 1,5, et c'est le paramètre 1,5 qui est fondamental, on a une symétrie comme ça, parfaite. Ouais, les probabilités. Et donc ça va jouer pour ça, pour calculer ça. Pourquoi? Eh bien, l'astuce ici, ça consiste à dire que P de x, enfin si vous regardez, en fait, x égale 9, inférieur à 9. Vous faites la réunion avec x égale 10 et la réunion avec x supérieur à 11. D'accord. On est d'accord que ça, ben, ça fait oméga tout entier. Parce que la note, soit c'est entre 0 et 9, soit c'est égal à 10, soit c'est supérieur à 11. Donc ça fait oméga. Donc la probabilité de ça est égale à 1. Et donc comme c'est des unions disjointes, évidemment, donc la probabilité de x inférieur ou égal à 9 plus la probabilité que x égale à 10 plus la probabilité que x supérieur ou égal à 11 est égale à 1. Ça va jusqu'ici? Ok. Et après, on va essayer d'exploiter ça. Parce que vous voyez, inférieur à 9, supérieur à 11, on va en déduire que c'est la même chose. Ça vous paraît naturel? Allons dans le détail si vous voulez. Donc j'affirme que P de x supérieur à 11, c'est égal à 1, enfin est égal à P de x inférieur à 9. Pourquoi? En effet, P de x supérieur, alors comment on va faire? Ouais, je sais pas. P de x supérieur à 11, on parle de quoi? P de x supérieur à 11 ou P de x inférieur ou égal à 9? Bon, je sais pas, on va regarder P de x inférieur ou égal à 9 par exemple. Donc ça, c'est la somme des P de x égale k pour k allant de 0 à 9.
Ouais. K allant de 0 à 9. 2, et du coup, on a 20K, 1 demi à la puissance K. Alors, non, mais enfin, je vais pas m'embêter, je vais écrire ça comme ça plutôt. On n'a pas même besoin de mettre le détail puisqu'on l'a déjà fait ici. P de X est égal à K. Mais ça, on nous a dit que c'était égal à P de X égale 20 moins K. D'accord? P de X est égal à 20 moins K. Ok? Et alors là, j'ai envie de faire un petit changement de variable, un décalage d'indice. On pose K' est égal à justement 20 moins K. Dans quoi il varie lui? Quand K égale 0, il vaut 20. Et quand K égale 9, il vaut 11 justement. Donc il varie entre 11 et 20. Donc c'est la somme pour K' allant de 11 à 20 des P de X égale K'. Mais ça c'est quoi? Justement, c'est P la probabilité que X supérieur à 11. Ça marche? Donc vous voyez, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment fondamental que, le petit P là, ce soit un demi. Continuons le combat. Donc du coup, on a dit P de X supérieur à 11, c'est P de X inférieur ou égal à 9. Donc d'après la relation que j'avais tout à l'heure, 1 c'est égal à 2 fois la probabilité que X soit inférieur à 9, plus P de X égale 10. Et P de X égale 10, en fait, je le connais. D'accord? Donc P de X est inférieur ou égal à 9. C'est égal à 1 demi de 1 moins P de X égale à 10. D'accord? Voilà. Et donc P de X égale à 10, il est calculable. On connaît la loi. Ouais, c'est la loi. Donc ça fait ce truc-là. D'accord? Et 1 demi à la puissance 10. D'accord? Fois 1 demi à la puissance 20 moins 10. Donc c'est-à-dire 10. Bon, du coup, ça fait 1 demi à la puissance 2. Alors évidemment, vous avez dit sans calculatrice, bon, là par contre, on va peut-être un petit peu calculer. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, on obtient P de X inférieur ou égal à 9 est égal à 0,42. C'est-à-dire la probabilité que tu n'aies pas la moyenne, elle est de 0,42. Ce qui n'est pas énorme. Parce que du coup, la probabilité que tu aies la moyenne, c'est 0,58. Donc ouais, un vrai faux, ça ne trie pas grand-chose, quoi. Ouais. Même en répondant au hasard, voilà, c'est pas avec ça que tu vas trier les étudiants. Allez, maintenant, par curiosité, on va aller regarder la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand on a 4 choix multiples? Vous allez voir que ça change radicalement les choses. C'est-à-dire qu'on va voir qu'en répondant au hasard, on risque pas d'avoir grand-chose. On a quand même, à moins d'être vraiment d'être hyper chanceux. Donc ici, maintenant, X suit une loi binomiale de paramètre 20, 1 quart. Encore une chance sur 4 de trouver la bonne réponse. À chaque fois, il y a une seule bonne réponse. Du coup, déjà, l'espérance, ça va donner une bonne idée. C'est NP, c'est-à-dire 20 fois 1 quart. Donc ça fait 5. Donc tu peux espérer avoir 5 sur 20. Waouh, pas terrible. Et si on regarde maintenant la probabilité que X est inférieur ou égal à 9, alors ici, le calculer, avoir une formule explicite assez sympa, comme tout à l'heure, ça va pas être facile. Et ça, c'est bien de le remarquer sur les lois binomiales. Calculer ces nombres-là, quand tu as des lois binomiales, c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas de formule toute faite. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Parce qu'ici, on n'a plus la symétrie. Si vous faites le même calcul que tout à l'heure, il n'y a plus la symétrie. Parce qu'au lieu d'avoir un demi, tu as 1 quart, 3 quarts. 1 moins P n'est pas égal à P. Donc ça, c'est bien de l'écrire une fois dans sa vie pour se rendre compte que ça ne marche pas. C'est pas facile à calculer. Parce que ça fait une sorte, tu pourrais dire, ah ouais, c'est un truc binomial. Non, mais ça s'arrête à 9. C'est pas somme de K égale 0 à N des K parmi N. C'est somme de K égale 0 à un truc. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de formule générale. Donc, en général, alors comment on fait? En fait, après, c'est ce calcul. Vous faites quand même calculer ça, je sais pas, en Python, n'importe quoi. Bon, voilà. Vous demandez, alors, sur la calculatrice de collège, ça se fait. Et en fait, il calcule ce qu'on appelle la fonction de répartition. Ouais. P de X inférieur ou égal à 9, vous trouvez 0,99 à peu près. Ouais, donc tu as quand même vraiment toutes les chances de ne pas avoir la moyenne avec un QCM avec 4 choix multiples. Instructif. Allez, on termine avec un dernier exercice, un exercice de marche aléatoire sur une droite. Alors il y a pas mal d'exercices comme ça avec des marches aléatoires. Bon, alors, ça c'est un des plus simples. Sur une droite, vous pouvez avoir une marche aléatoire dans Z2, dans plein de trucs. Quoi. Donc on commence par un exercice simple. On se donne donc une droite graduée. On suppose qu'on a une puce comme ça qui se déplace de façon aléatoire sur cette droite graduée en partant de 0. Et puis elle va se déplacer sur les entiers. Elle fait des sauts de 1 cm à chaque fois. Donc à chaque instant, elle fait un pas à droite avec une probabilité de P, et un pas à gauche avec une probabilité 1 moins P. D'accord? Et on va noter si n appartient à n, on note xn, la position de la puce après n sauts. D'accord?
Quelle est la loi de Xn? Calculer son espérance et sa variance. À vous de jouer. Bien, alors, est-ce que vous avez dit que Xn est suivi d'une loi binomiale? Non, c'est peut-être pas aussi simple que ça quand même, non? C'est un coup à droite, un coup à gauche. Donc comment ça marche? C'est pas le nombre de succès. Ouais. Donc comment vous faites pour savoir où se trouve la puce? En gros, on a envie de compter les déplacements, par exemple à droite. Donc notons dn, soit dn, le nombre de déplacements, nombre de sauts à droite, après n, autant n, je sais pas comment je dis là, après n sauts, à droite, après n sauts. D'accord? Et puis on va noter, gn, le nombre de sauts à gauche. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable d'introduire ça, mais bon, ça pourra peut-être nous aider à comprendre. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Parce que en fait la position xn, comment tu fais? Tu sommes, à droite ça fait plus 1. D'accord? Tu sommes le nombre de pas à droite, et par contre les pas à gauche tu les enlèves, tu vas dans l'autre sens. Donc ça fait dn moins gn. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Et ça vous donnera la position de la puce. Ok? Et alors maintenant, le nombre de sauts, alors voilà, si tu dis qu'à chaque fois que tu vas à droite, c'est un succès, d'accord? Donc tu fais n fois la même expérience aléatoire, soit à gauche, soit à droite, avec probabilité P. Donc à droite, c'est succès avec probabilité P. L'énoncé aller dans ce sens. Donc dn, c'est le nombre de succès. Donc là, il faut l'écrire explicitement. Nombre de succès, c'est-à-dire aller à droite. Tu préfères aller à droite, qui préfère aller à gauche, c'est comme ça. Aller à droite. Dans la succession pour la répétition de ces n expériences aléatoires indépendantes. Pour la répétition de n expériences aléatoires indépendantes. Deux paramètres. Donc il faut que ce soit le nombre de succès indépendante, là vous le soulignez, d'accord, avec probabilité P de réussite. D'accord? Et donc du coup, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que dn, et pas xn, mais dn il suit donc une loi binomiale de paramètres np. Ça roule? Voilà. Et alors maintenant, gn alors. Gn, est-ce qu'on va essayer de savoir ce qu'il fait lui? Non, parce qu'en fait gn on l'a facilement. Et un autre truc, c'est que les déplacements c'est soit à gauche, soit à droite. Donc ça, faut pas l'oublier dans les exos de proba. Souvent il y a des relations entre les variables aléatoires. C'est-à-dire que dn plus gn, ça fait le nombre de sauts en tout. Ça fait n. Donc gn c'est égal à n moins dn. Donc au final, si vous regardez xn c'est égal à donc ça moins ça, donc ça fait 2dn moins n. C'est la position. Donc potentiellement elle est négative. Ouais, normal. Il peut finir à gauche. D'accord? Allez, écoutez, à partir de là, je vous laisse un peu la main. Alors finissons-en. Il y a quand même un petit piège. Ouais. Donc on a dit dn de oméga. Alors pour trouver la loi de Xn, il faut déjà trouver son image. Donc dn, lui, il varie dans 0n. C'est le nombre de succès, tu répètes n fois. Il prend toutes ces valeurs-là. Et xn, c'est 2dn moins n. C'est ça qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord? Et alors xn de oméga, c'est l'ensemble des 2k moins n, où k appartient à 0n. Alors ici, on pourrait croire naïvement que comme la puce va faire n sauts, elle va faire n sauts potentiellement vers la droite et n sauts vers la gauche. Donc la position, on pourrait dire qu'elle est égale à moins nn. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas si simple que ça. Ça varie dans moins n, donc c'est inclus, mais c'est pas forcément égal. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, là vous prenez, regardez ce nombre-là. C'est pas n'importe quel nombre entier en fait. Si ça dépend de la parité de n. Si n est pair, ça fera que des nombres pairs. Si n est impair, ça fera que des nombres impairs, parce que là tu rajoutes un nombre pair. Donc par exemple, si vous prenez n égale 3, xn de oméga c'est moins 3, moins 1, 1, 3. Ça fait n valeurs à chaque fois, c'est normal. Normal. Ouais. Donc ça fait pas toutes les valeurs entre moins n et n. D'accord? Donc comment on va donner la loi? Comment on précise la loi? Tout simplement, on va dire soit k appartenant, on décrit ça comme ça, soit k appartenant à 0n, c'est
pas de problème. Vous allez dire P de xn égale k, bah c'est rien, c'est juste P de xn, surtout pas xn égale k, pardon, 2k moins n, ouais, c'est égal à la probabilité que 2n moins n est égal à 2k moins n. Donc c'est exactement la probabilité que dn égale k. Et donc ça, et ben ouais, ça fait k parmi n, blablabla. D'accord? Puissance k et 1 moins p à la puissance n moins k. Bon, ça va? Mais alors, attention, est-ce que ça veut dire que xn suit une loi binomiale? Bah, pas du tout. Parce que ça, c'est pas la probabilité que xn égale k, mais c'est la probabilité que xn égale à 2k moins n. Et donc son espérance, on va voir, c'est différent. Alors pour l'espérance, après, alors surtout, il ne faut pas utiliser la loi. Ça sert à rien. Il faut plutôt utiliser ça. L'espérance, c'est la variance. Donc, E de xn, ça fait E de 2dn moins n. Mais comme c'est linéaire, l'espérance, ça va faire 2 fois l'espérance de dn, moins l'espérance de n, mais l'espérance d'une constante, c'est la constante. Ça fait ça. Donc ici, l'espérance de la binomiale, c'est np. Donc ça fait 2np moins n. D'accord? Donc ça fait n fois, je sais pas quoi, fois 2p moins 1. Voilà ce qu'on trouve. Et maintenant, pour la variance, c'est pareil. C'est pareil. On va juste utiliser la petite formule de la variance. Tac, je fais un peu de place. Variance. Donc variance de ax plus b, c'est a carré, variance de x. D'accord? Donc variance de 2n moins n. Donc lui, il dégage. Le 2, il sort au carré. Ça fait 4 v de dn. Et v de dn, je vous rappelle que c'est n p 1 moins p. Et donc vous trouvez ça. D'accord? Voilà pour ce petit exercice. Bien, j'espère que cette vidéo un peu plus élémentaire d'introduction aux probabilités vous a plu. Vous avez vu qu'on a passé quand même pas mal de choses. On a parlé d'indépendance, on a parlé des lois, mais on a aussi parlé d'indépendance, de covariance, de variance, etc. Et d'espérance. Voilà. On a essayé de brasser des choses, pas mal de choses. J'ai pas parlé d'inégalité de concentration, des trucs comme ça, mais quand même on a quand même pas mal brassé en faisant des choses élémentaires. C'est parce que c'était bien de commencer par ça. Évidemment, vous pensez bien qu'il y a des choses à venir, donc un peu plus costaud pour les premières années. Et puis on va, après, j'enseignerai peut-être la semaine prochaine avec pas mal de trucs de variables aléatoires également pour les deuxièmes années. Bon, sans oublier, évidemment, j'ai tout un programme aussi sur les séries et d'autres trucs sympas à vous montrer sur des intégrales. Ça peut être vraiment cool. J'ai pas mal de choses en hasard, mais il faut que je trouve le temps de tourner tout ça, d'autant que j'ai pas mal de copies à corriger, les amis. Donc, si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de booster si vous êtes sur smartphone et partagez avec vos potos parce que ça m'encourage, c'est-à-dire que plus vous regardez, plus moi j'ai envie de m'investir parce que tiens, ça sert à des gens, ça sert à mes étudiants évidemment, mais ça sert aussi à d'autres gens. Donc n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche également. En tout cas, moi je vous dis, comme d'hab, à de bonnes maths, à bientôt pour de nouvelles aventures, à bientôt pour de bonnes maths, et n'oubliez pas que toute ignorance est inutile. Ciao. Telle est la loi.